tous, bienvenue dans Ciné Forever, l'émission de cinéma sur Fréquence FM. Et nous sommes vraiment très très heureux d'être là, chez l'habitant, comme on dit, avec Jean-Pierre Tagliaferri, c'est bon? Ça va? Tagliaferri. Et puis Léa, qui est avec nous d'Elval, c'est ça? Delval. Ok, super. Voilà, alors nous allons commencer cette émission, toujours dans Ciné Forever. C'est l'émission classique, vous ne pourrez pas y échapper. Vos 5 films préférés. Qui veut commencer pour les 5 films préférés? Voyage au bout de l'enfer. Oui. Il était une fois l'Amérique. Les Tontons Flingueurs, évidemment. Ça va de soi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé comme film? Les Tontons Flingueurs, les Barbouzes. Oui. Donc ça fait Encore 4. un. Encore un. Alors là, Attention, Léa, prépare-toi. Réfléchis bien, Léa. Je réfléchis. Alors, Jean-Pierre, ce dernier titre. le cave se rebiffe. Voilà. Voilà. Tes 5 films préférés, Léa? Alors, mes 5 films préférés comme ça en tête, Hit, Ouais. avec Robert De Niro et Al Pacino. Excellent film. Gladiator, avec Russell Crowe. Un acteur australien. C'est ça, exact. Mel Gibson, dans The Braveheart. D'accord, excellent film aussi. Un autre acteur australien. Exact. The Patriot, toujours avec Mel Gibson. D'accord. Et sinon... Alors, le dernier, c'est le suspense est total. Dis-moi. Scarface avec Al Pacino. Scarface? Oui, Ça va, quoi. bon acteur. C'est du gros malabar, tout ça, hein, comme on dit. Hein. Alors, maintenant, on va parler un peu de vos débuts, hein, je dirais, hein, de votre jeunesse, avant d'arriver à ce que vous êtes maintenant. Voilà, alors, avant d'être acteur, Jean-Pierre, tu as fait... tu étais un dur dans le 13e arrondissement, où tu es né? Oh non, vous savez ce que disait Jensen, les plus durs sont les plus tendres. Voilà. Bon, j'ai fait pas mal de films policiers que j'ai réalisés moi-même. Je suis passé 3 fois aux assises pour attaque de banque, pour règlement de compte. Voilà. Ça, c'est du vrai, ça. Voilà, c'est... Parce que j'ai vu que tu as fait quand même pas mal de séjours en... J'ai fait 23 ans en 3 fois. Bon, voilà. En 3 fois? Ouais. Et tu as fait 3 prisons différentes? Ouais, j'ai fait exactement... Clairvaux, j'ai vu. Non, Poissy, Poissy, Clairvaux. Avant, j'ai fait La Santé, Fresnes, et puis après, voilà, donc Poissy, Clairvaux, voilà. Donc, Et alors, l'expérience acquise dans la prison? oh, ben, l'expérience acquise, c'est que, bon, j'ai pas vu le temps passer, s'il y en a qui m'en veulent. Parce que c'est vraiment très dur. Bon, pour moi, la valeur n'atteint pas le nombre des années, toi. J'emmerde la justice, toi. J'en ai rien à foutre. Mes bourreaux, je les emmerde, j'en ai rien à foutre. J'en souhaite d'avoir une belle vie, toi. Voilà. Et en prison, est-ce que c'était dur en prison? Bah, au début, puis après, tu sais... Pourquoi moi, tu t'es imposé, c'est ça? Il faut s'imposer? non, là-bas, personne s'impose. Ils regardent ton délit, voilà. Si t'as tué une grand-mère, t'as tué un gosse, ou un qui est là, un mec qui travaille, qui rentre chez lui, c'est vrai que c'est très mal vu, là, t'es isolé, vaut mieux, quoi, voilà. Voilà. Sinon, bon, t'as braqué une banque, t'as braqué un fourgon, t'as été sur du pognon hier, bon, tout le monde s'en fout, hein, tu sais. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de misère, tu sais, on est à 6 dans une piole qui fait 7 mètres carrés sur 5, alors on a intérêt à bien s'entendre, quoi, voilà. On sort 1 heure par jour quand t'es en maison d'arrêt, voilà, 1 heure par jour, tu vois le ciel, après on rentre, on retourne dans l'autre cellule, et puis voilà, puis on se fait... Et c'est pas trop long quand même? Ouais, mais tu sais, on se fait des frères d'armes, des frères de misère. Alors ça passe vite quand il y en a un qui a vraiment un coup de cafard, un coup dur, on est tous là, toi. Et quand on va en promenade, je connaissais un brigadier, M. Nedjar. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu connais pas? Ouais, si. Et il nous disait toujours, comment... Et ces gamins-là, ils ont pu taper une banque, taper un fourgon, enlever un directeur de banque, mais je comprends pas. Parce que quand on les voit, c'est vraiment des gosses. La promenade, c'est la contre-récréation, on disait. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait des bastons pendant la... Oui, ça arrivait des fois. Mais c'est comme dans les films, là, avec des couteaux et des machins? Ah ouais, bah là-bas, tout le monde a sa lame sur lui, ça c'est sûr. Dehors, on a tous autre flingue sur nous, et dedans, on est des mousquetaires. Mais avant d'envoyer des coups de couteau, comme on dit, il faut une raison vraiment valable.
D'accord. Tu vas pas planter un mec comme ça, non, mais pour te faire plaisir. On n'est pas à l'asile des fous. On est des êtres humains, on est en prison parce que on a fait une banque, un fourgon, tout ça. Alors la formule de nos bourreaux, les juges, c'est nous retirer de la société. Voilà. Ça me rappelle une certaine époque en 40, quand il y en a qui ils dénonçaient leurs voisins, ils étaient derrière le rideau, allô monsieur la Gestapo, il y a un juif dans le grenier, allô monsieur la Gestapo, il y a un Français dans la cave, voilà, c'est ça. Voilà. La délation, quoi. C'est ça. Ouais, si avec la délation, voilà, tout ce qui va avec. Oui, alors est-ce que tu as eu des choses positives pendant que tu étais en prison qui t'ont servi plus tard, quand tu es sorti? Qu'on soit enfermé ou libre, on en apprend tous les jours. Connais-toi à toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Voilà. Le monde et les dieux, c'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu pour Dieu, c'est tout. Voilà. Et le monde, c'est la société. Voilà. Et alors partout, il y a des gens bien, puis il y a des gens méchants. Toi, voilà. Et de toute façon, je ne regrette pas ce que j'ai fait parce qu'on aidait tout le monde, on était une solide équipe. Et dans la cité où j'étais, moi j'habitais en face. Alors des fois il y avait des gens, ils ne pouvaient pas payer leur loyer, on leur donnait, on allait laver l'argent, voilà. Vous cotisiez pour... Ouais, pour payer le loyer, on s'en fout, toi. Et même on leur disait, si les flics des fois ils vous interrogent, vous avez qu'à dire qu'on était des salauds, puis c'est tout. Oui, qu'ils soient pas embêtés, c'est pas les flics de dépression, voilà, toi, voilà. Alors donc voilà. Et j'ai jamais eu de chance. De toute façon, quand j'ai voulu travailler, alors ça m'a donné la dépression, le travail. J'ai failli me suicider. Et parce que une fois, j'avais travaillé comme gardien à la Tour Montparnasse, je gardais les 3 bijouteries. Et il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont braqué les 3 bijouteries. Ça faisait 2 semaines que j'étais là. Alors, on m'a appelé, on m'a dit ça serait bien que vous preniez votre compte. Alors, on soupçonnait, alors que j'étais vraiment innocente. Et puis j'ai eu un frère handicapé moteur aussi, qui était trisomique. Alors ça m'a filé un choc. Ouais, et puis les boules, parce que il y a des gens, et alors tous ceux qui étaient gentils avec, c'était que des voyous, puis des voyous affirmés. Hein. Alors voilà, alors donc je suis parti avec eux faire ma vie, toi, et puis quand on braquait, on y achetait des jouets, on y achetait des gros postes, ils aimaient bien la musique, tout ça, on s'éclatait et tout. J'en ai même avec moi en boîte, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais en fait... Il était respecté. Tu faisais des braquages pour faire plaisir aux gens, certaines personnes. Ah bah ça, à tout le monde. J'ai jamais été attiré par l'argent. Je sais faire l'argent, mais dans la vie, je ne sais pas me diriger. Même dans le métro, je me perds. C'est vrai. Dans l'aéroport... On a vu ça tout à l'heure. Voilà. Je prends un aéroport pour aller à Ibiza, je me retrouve en Norvège, toi. Alors voilà. Ok, on va passer à... Allez, je vous en prie. Allez, un petit peu. Passe bien l'antenne. Merci. Alors, dis-moi Léa, Oui. est-ce que tu as vécu une jeunesse difficile dans le Nord? Quand même, une jeunesse assez mouvementée, on va dire. Alors, raconte-nous un petit peu tes aventures, un peu difficiles peut-être, mais t'es pas obligé de tout nous raconter, mais quand même un petit peu, qu'est-ce qui était difficile pour toi? C'était plus dû à l'enfance. J'ai quitté le Nord parce qu'en fait, j'avais trop de mauvais souvenirs et je voulais tirer un trait sur le passé. Et d'ailleurs, j'ai fait une interview rendue dans un magazine qui s'appelle Le Torchon Brûle, où là j'explique le pourquoi du comment. Tous les détails, c'est ça? Tous les détails de l'enfance. Tu veux pas nous en parler un petit peu, quoi? Ouais, mais c'est sur... Il y a eu l'enfance... Est-ce que tes parents te respectaient? Comment ça se passait? Alors, ma mère, déjà, moi, je suis née le 14 décembre 82 à Valenciennes, dans le Nord. D'accord. Donc, je suis issue d'une mère, et d'un père... d'une mère d'origine allemande, mais française, et d'un père français. Et ma mère, en fait, c'était une femme battue par mon père biologique. Donc ma mère a divorcé de mon père biologique, j'avais 8 ans. Donc t'es gosse, t'as 8 ans. T'es encore enfant. Tu sais pas ce qui se passe. Après, moi je me rappelle vaguement des souvenirs de mon beau-père, mais c'était un homme violent qui battait ma mère. Et quand j'étais gosse, je me rappelle d'un truc, un déclic qui m'a marqué dans ma tête. C'est que mon père, comme c'était un homme jaloux, possessif, un soir il a pris un fusil et puis il a tiré dans le mur à côté de ma mère.
Ma mère, elle m'avait dans ses bras. Et il dit, la prochaine fois, c'est toi que je viserai. Parce que fallait qu'elle reste enfermée, fallait pas qu'elle sorte. Si elle se faisait draguer par un mec, quand il rentre... Ouais, ça commençait, quoi. Ouais, ben, quand il rentrait, pour s'exprimer, c'était un coup de poing dans la gueule. C'était un repas pas assez cuisiné ou une jupe trop courte, c'était la clé à molette dans la figure. Donc, elle a eu la mâchoire déboîtée, elle était aux urgences. Donc, elle a divorcé. Après, elle rencontre un homme qui devient mon beau-père. Et là, ça se passe plus ou moins bien. Puis après, un jour, tu demandes à ta mère, tu dis, bah, maman, il est où, papa? Puis ta mère, elle te dit, bah, écoute, t'es bien assise? Je dis, bah, oui. Elle me dit, bah, ton père, il est en prison pour meurtre. Donc, parce que, justement, après, quand ma mère a divorcé de lui, il a rencontré une femme. Et il était jaloux possessif, elle voulait le quitter, lui il n'a pas supporté, il l'a buté. Ça a été une jeunesse extrêmement difficile. Hein. Oui, enfin tout un tas de souvenirs. Et d'autres, malheureusement, oui, de sûr. souvenirs extrêmement difficiles. Ah, je sais pas si je peux tout dire, non, mais il y a de la... C'est déjà bien ce que tu dis. Bon, si tu veux, tu as envie de raconter d'autres choses, tu peux le faire. Hein. Mais c'est ton choix. Donc, il y a eu ça. Après, mon frère et moi, forcément, on était perturbés. Hein, complètement déstabilisés. Oui. Quand même, moi j'avais 13 ans, lui il avait 11 ans. Lui, il a plongé dans le chemin de la délinquance. D'accord. Vol de voiture, scooter, trafic de stupes, tout ça. Et puis, moi, je suis une personne qui était à cette époque mal dans sa peau. Donc, voilà quoi. Donc, à l'école, je me faisais bisouter, raqueter, dû à ma différence, parce que je suis une personne transgenre. Donc, j'ai connu tout un tas de discriminations à l'école, au travail. Et, donc, c'était une jeunesse terrible, quoi. Comment? Une jeunesse terrible, alors. Oui, voilà. Donc je peux comprendre que tu aies voulu venir sur Paris en 2015, hein, c'est ça? Oui. Pour déjà changer de cadre et puis essayer de trouver un travail qui te plairait. Alors bon, j'ai bien lu, tu as fait quelques petits boulots comme on dit, mais c'est ta rencontre avec Jean-Pierre qui a tout décidé pour que tu veuilles devenir actrice. Hein. C'est ça, c'est ce qui a été pour moi décisif. Depuis longtemps, je voulais faire ça, mais j'ai jamais... Tu ne savais pas en fait, tu l'as su quand tu as rencontré Jean-Pierre que tu voulais être actrice. Hein. Oui, en fait, ça a été le déclic, c'est ce qui a été décisif, parce que j'avais avant des soucis d'ordre personnel, de santé, du problème de rejet, de discrimination que j'ai connu. Puis j'en avais marre de tout ça, donc je suis arrivée à Paris en 2015. Et puis en fait, en 2019, j'ai rencontré un ami, il s'appelait Pascal. Et cet ami-là faisait de la figuration. Donc on a discuté, tout ça. Puis il me dit, tiens, ça t'intéresserait pas de faire de la figuration? Je dis, pas, tu sais, la figuration, c'est pas trop mon truc, je préférerais faire des courts-métrages, des choses comme ça. Oui, mais le problème, c'est que je sortais pas des cours Florent, quoi, parce que pour moi, je pensais c'était cette idée-là. Je me dis, j'ai jamais fait les cours Florent, je pourrais jamais faire des courts-métrages, de la télé, du cinéma. C'était les clichés que je me faisais. En fait, tu disais en fait qu'il fallait avoir pris des cours de théâtre pour pouvoir en faire, c'est ça? Oui, c'est ça, les cours Florent. Donc du coup, j'avais jamais exercé. Alors pendant ces années-là, je m'étais mis des barrières. Et puis donc cet ami qui fait de la figuration me dit, bah écoute, moi j'ai un pote, il est super sympa. Je dis, ah bon, c'est qui ton pote? Il me dit, oui, tu le connais pas, il s'appelle Jean-Pierre Tagliaferri. Je dis, mais c'est qui ça, Jean-Pierre Tagliaferri? Au début, je sais pas qui c'est. Puis il me dit, ouais, c'est un pote à moi, et tu verras, il est super sympa, il est cool, il est jeune d'esprit, il juge pas les gens. Il a joué dans... Un mec super, quoi. Un mec super. Il me dit, c'est un acteur. Je dis, ah bon, tout. Je dis, il a joué dans quoi? Il me dit, il a joué dans 7 ans de mariage. Je dis, dans 7 ans de mariage? Je dis, il fait quoi dans 7 ans de mariage?
Il me dit, c'est mon pote, il fait Monsieur Masson. Je dis, ah bon, et tout. Je dis, bah ouais. Je dis, bah écoute, si tu veux bien me le présenter comme ça, pour discuter avec, faire connaissance, si c'est un mec sympa, un mec cool, tout ça. Et puis, il me dit, bah écoute, je vais en parler à Jean-Pierre, parce que je peux pas te donner son numéro comme ça. Alors il a discuté avec Jean-Pierre, il l'a appelé, et puis il a donné mon numéro à Jean-Pierre. Et puis après, ce pote-là, Pascal m'appelle, il me dit, oui, bon bah c'est bon, j'ai eu mon pote Jean-Pierre, je te donne son numéro, et tu l'appelles. Je dis, d'accord, ok, c'est sûr, je te dérangerai pas. Il me dit, tu l'appelles à 15h, parce qu'il est à la salle, il fait de la muscu. Donc je l'appelle, et puis il décroche, et puis... Alors, qu'est-ce que tu dis, Jean-Pierre, hein? Qu'est-ce que tu lui dis quand tu décroches? Allez, Bah, je lui dis, ouais, bonjour, vous êtes qui? Elle me dit, voilà, je m'appelle Léa Delval, je suis un ami à Pascal Ratel, quoi, voilà. Ok, il m'a parlé de vous, tout ça, je lui dis, bah, d'accord, si vous voulez qu'on se voit, on s'est donné rendez-vous dans le 12e dans un café, et puis, ça a accroché tout de suite, je lui ai fait faire plein de courts-métrages qu'on cartonnait, tout ça, dont un aussi, qu'on a fait que Bertillot, Ludovic, qui a été traduit en plusieurs langues maintenant, qui va passer dans tous les festivals. Voilà. Ouais. J'ai un ami, Miguel Gruot, qui est un super cadreur. Alors lui, qui est un ami intime avec le PDG de la Gaumont, il a 40 ans de cadrage, le mec. Alors, donc là, après ces courts-métrages-là, nous sommes sur un projet qui est en train de se réaliser d'ailleurs, qui s'appelle, ça va vous faire rire, l'autoroute des braquages. Voilà. Mais dedans, il n'y a pas que des braquages, il y a des scènes émotionnelles qui sont magnifiques. Tu vois. Quand Léa, justement, à un moment donné, bon, elle tue son père parce qu'il arrête pas de taper sa mère. Et puis elle arrive dans un café, elle voit cette bande de braqueurs qui sont là, je me lève, je vais la voir, je vois le sac, je vois un peu de fusil qui dépasse, toi. Elle me dit, je viens de tuer un mec, alors je bois mon coup tout seul, c'est bon, tu t'arraches, ah bon. Et donc elle flèche avec nous, et après, on descend, on fait l'autoroute de la côte, on braque tout le côté. Quand les flics nous cherchent, on remonte, on braque l'autre côté. Toi. Donc voilà. Ça, c'est ton fameux film que tu es en train de préparer. Oui, hein. L'autoroute des braquages. Voilà. Et à un moment donné, elle retrouve sa mère. Il y a une scène qui est merveilleuse, que sa maman est devenue aveugle à force que son père a tapé. Alors, elle s'attache une petite corde avec elle au poignet. Et il y a les champs de blé qui sont là. Ils se roulent dans les champs de blé. Ils rigolent comme de gamines. C'est une scène... Voilà. Alors Léa, parle-nous-en un peu de ce long métrage qui est en train de se préparer. Oui, donc comme disait Jean-Pierre, c'est un long métrage. On est en préparation sur un long métrage, c'est un projet, mais ça va c'est en train de se faire, ça va se concrétiser. C'est juste qu'il faut du temps, ça prend du temps de faire un tournage, plus d'un an. Enfin, il y a les repérages et les autorisations. C'est du boulot, quoi. Donc oui. Oui, je t'écoute. Alors, comme disait Jean-Pierre, on va faire un long métrage qui sera intitulé L'autoroute des braquages. Jean-Pierre Tagliaferri, le réalisateur. Et le scénariste aussi. Hein, Jean-Pierre. Exactement. Voilà. Alors, scénariste, quels sont tes autres postes alors? Ça me suffit largement parce que producteur, non, mais j'ai pour ça, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la production. Très fortement placé pour ça. Et donc, voilà. Et puis... et ça va se passer où alors? Et j'aurai aussi un metteur en scène, c'est obligé, voilà. C'est pas un metteur en scène, non? Non, moi je suis réalisateur. Ouais, et j'aurai donc il y a un metteur en scène qui suivra ce que je dis. Voilà. D'accord. Pour aider les acteurs. Et qui entraînera les acteurs, voilà. Tout ça. Mais qui ne changera pas l'idée que j'ai dit. Voilà, qui suivra tes directives. Ah ouais, vaut mieux. On dit. Voilà. Ah, il vaut mieux. Et il y a une autre scène qui est très touchante aussi. C'est un petit trisomique. On est à la plage, on se repose. Ouais. Et puis il y a un marchand de glace, une petite cabane en bois, c'est un petit trisomique qui est là. Il vient avec son grand-père. Et au mieux de se mettre à la queue avec son grand-père pour acheter une glace, c'est normal qu'il passe en premier. Oui. Et normalement, oui. Ouais, et nous on l'attend. Alors il voit qu'on est un peu louche, tout ça, toi. Il dit non, allez-y messieurs, à vous, qu'est-ce que vous voulez, toi. Alors il y a Léa qui est là, toi, ça lui met les bulles, parce que
le marchand de glace, il dit à ce monsieur, et ce petit qui est trisomique, tu vois, il lui dit, bah, dégage avec ton monstre, t'as rien à faire là. Alors là, Léa s'allumait les boules, et alors, son petit air charmant, tu vois, parce que elle a déjà préparé sa glace, toi. Et il dit, qu'est-ce que vous prenez, mademoiselle? Alors, elle lui dit, marron glacé, elle lui met une pêche dans la gueule. Tu vois, Je pense que Léa, ça va lui plaire cette scène-là. Voilà, vas-y, et que Vas-y Léa. Et comment? Alors, comment tu vas la préparer cette scène psychologiquement et tout? Non, bah, Est-ce que ça te plaît, ça te foutre un point à un mec? Quand c'est bien mérité, oui. Parce que là, quand même, c'est un sujet assez sensible, comme disait Jean-Pierre. C'est un enfant trisomique qu'on maltraite, qu'on le traite de monstre. Je trouve ça inadmissible C'est ignoble. de traiter de monstre. C'est vraiment dégueulasse. Oui, c'est justifiable, la punition, et encore. Et encore, c'est pas assez. C'est pas assez, quoi. Alors, Il mérite attends, du mais point. Voilà, Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre. alors, moi, c'est Banning Fraise, boum, on est 5 bras, tu vois. Alors, Vous êtes à 5 en train de bastonner. Ouais, quoi. ouais. Oui, en plus, on lui éclate sa cabane. D'accord. On lui défonce sa cabane, on la fout dans l'eau et tout. Il se barre en courant. Il se barre en courant, chercher les flics. Une fois qu'on a éclaté sa cabane, qu'on est foutu dans l'eau, on en a rien à foutre. Ouais. On est parti, ça y est. Alors, est-ce que Léa, il faut des coups de pied au mec quand il est au sol? Ouais, elle m'a pas, de toute façon, elle m'a pas gêné, c'est pas l'envie. Elle va satisfaire son envie. Elle le traite elle lui dit le monstre, c'est toi. Toi, c'est bien. toi le monstre. C'est bien. Et elle lui met des bons coups de savate. Bah, ouais, Voilà. ça, c'est les. Beaucoup de tatane. Hein. Avec ses belles bottes, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, dans le film, il y a aussi une scène qui touche. C'est que il y a un sujet sensible, c'est sur la maltraitance des animaux. Ah. Et il y a une espèce de... C'est un sujet qui Ah, te touche vraiment? bah, quand même, parce que de nos jours, tout le monde a un animal chez soi, que ce soit un chien, un chat, un lapin. Je trouve ça inadmissible, quoi. C'est lâche. Et si t'es un bonhomme, tu t'en prends à quelqu'un de ton calibre, quoi. Tu t'en prends à un c'est ça. bonhomme. Donc, Ouais, mais il y a certains bonhommes, c'est des lâches. Hein. Voilà. Comme on dit, ils n'ont pas les coronesses qu'il faut. Ouais. Il faut les mettre sur la table. Et cette scène-là me marque bien. Et quand il maltraite les animaux, moi je me charge de lui, quoi. Donc je le prends et je le fous à poil. Je le menace à un flingue et je lui dis maintenant tu vas te mettre à genoux, tu veux du sucre en poudre, fais waf waf. Le mec waf waf et je le fous dans la cage et je le fais rentrer à coups de pompe et ça me fait du bien, quoi. Le sucre en poudre, elle lui tire Voilà. un coup de calibre à la gueule. Je lui tire des coups de calibre à ras de la gueule pour lui faire comprendre tu veux du sucre en poudre. Voilà. Donc, C'est de la poudre qui sort. C'est ça? c'est de la poudre, un canon, quoi. C'est pas canon. du sucre en poudre, comme on dit. Ouais, ça promet alors. Hein. Ah ouais, ça y est, pardon. Là, on est sur les rails, ça y est, on est parti, voilà. Bientôt le tournage? Normalement, quand tout va être réglé, les repérages vont être faits, parce qu'on va tourner à Saint-Jean-de-Mont aussi. Les repérages, les castings, tout ça, faut compter, là, on est au mois de novembre, alors décembre, janvier, parce que les fêtes, je vais pas tourner pendant les fêtes. Ça, c'est clair. Ouais, Donc en début de ce début d'année, janvier, début mars, c'est sûr. alors. Ouais, donc, entre janvier et mars Ouais, 2020. voilà, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Je finis, après ce film sera fini. Après, on en a un autre. Alors celui-là, c'est contre le racisme. Il s'appelle L'Adoption. Alors ça, c'est un autre projet. Alors. Voilà. Alors. Qui viendra après celui-là. T'as déjà écrit le scénario? Il y a déjà... Il est totalement fini, mais je le ferai après qu'on aura fini l'autoroute des braquages. Léa, elle est dedans aussi. Bien sûr. Voilà. Alors c'est l'histoire d'un gros porc qui est facho, raciste. Il peut pas voir les juifs, il peut pas voir les noirs, il peut voir personne que sa gueule, tu vois. Alors il est assis à une terrasse de café, tu vois. Ouais. Il boit son petit verre de vin, il a un cahier, il a un stylo. Dès qu'il voit un noir, il fait un bâton. Boum. Ouais, d'accord. Dès qu'il voit un arabe, il fait un bâton. Boum. Dès qu'il voit un juif, il fait un bâton. Tu vois. Et puis. Ouais, un personnage abject. Ouais. À un moment donné, il prend le bus. Alors le bus s'ouvre. Le chauffeur, c'est un rebeu. L'arabe, alors il prend pas le bus, tu vois. Et tu vois, attends, tu vas voir. Et le lendemain, donc, il retourne à sa terrasse, il continue son manège. Et à un moment donné, il y a un petit noir qui arrive, tu vois. Et alors il est là en train de faire son bâton. Il tourne la tête comme ça. Il est tout petit, il voit le petit. Il fait, ouais, qu'est-ce qu'il a, le meringue, la tête de nègre. Et le môme le regarde dans les yeux et lui dit, je suis un enfant adopté. Excellent. Et là, ils font comme la neige au soleil.
c'était un salaud toute sa vie. Pour lui, Ça l'a touché. ça pouvait pas exister un enfant adopté, toi. Et même les gosses, ils les aiment pas, toi. Il a jamais eu de gosse, mais pour lui, En fait, il aime rien, ce type-là. comment? Il aime rien, ce type. Ouais, mais là, il Mais là, il est touché quand même. voilà, Il est blessé quelque part. il a reçu une flèche en plein cœur, toi. Et là, il va s'occuper du petit. Il va voir les parents qu'il a adoptés. Il va lui payer ses études pour que le petit devienne médecin. Ah, Toi. bah, c'est une belle chose, ça, déjà. Voilà. Tout en n'avouant à personne qu'il était facho, Oui, raciste. oui, bien sûr. Toi. Il veut essayer de se rattraper, c'est Voilà. ce qu'il a fait. Voilà. Et le petit grandit, il devient docteur, il est dans une clinique. Et lui, il vieillit, à un moment donné, il a un malaise. Il va mourir. Alors, lui, le petit enfant qui est grand, qui est médecin maintenant, pour lui, c'est son père, toi. Bah oui. Il a payé ses études, tout. C'est grâce à lui qu'il a un métier dans la vie, toi. Il essaye de le sauver. Et il arrive à son chevet, il a aiguillé et avoue qui il était. Et qu'il le laisse partir tranquille. Voilà. D'accord. Et Arléa, quel rôle elle va jouer dans... Elle a le rôle de la directrice de la clinique Oui. où le petit est médecin. Toi. Mais elle a un rôle assassin. Vas-y, Léa, tu connais ton rôle que tu vas jouer dans ce... Non, parce que Tu lui laisses la surprise, c'est ça? Voilà, c'est un très beau rôle. Il est très humain aussi. Ah, de toute façon, tu Parce peux lui que- faire qu'un bon rôle. Parce que, comme elle est directrice de la clinique, elle a adopté le petit, tout petit aussi, parce que c'est ses études de médecine, toi. D'accord. C'est sa mère adoptée. Donc il y a une relation entre l'enfant, Voilà. elle et le, je dirais, le facho, quoi. Voilà. Donc oui, ah bah, on a passion, et ça sera quand je Ah pense bah, en 2023 peut-être. Attends, déjà on finit le celui-là. tour du braquage, tu vois. Combien de temps de tournage t'as prévu pour 2 mois et demi quand même. 2 mois et demi? Ah ouais, parce que je tiens qu'il soit. Parce qu'il y a des scènes humanistes aussi. C'est pas que sur les braquages, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois. Voilà. Et après l'adoption, c'est vraiment puriste contre le racisme. Tu vois. C'est bien. Tu vois. S'il faut des films comme ça actuellement pour mettre un peu les choses en place. Mais tu sais, moi j'ai fait plein d'années de prison, on était tous mélangés. Et même sur mon palier où j'habite, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai besoin des noirs, je m'en fous qu'il est juif, je m'en fous qu'il est arabe. C'est mon voisin, on est comme des frangins, on s'entend tous bien. Tout. Voilà. Ça, c'est la C'est grande particularité de Jean-Pierre. Oui. Et la solidarité entre les gens et l'amitié, Mais quelle que oui, soit la couleur, quelle que soit la religion. Et tout se passe bien, c'est comme par Ça se hasard. passe très bien. Et Léa, c'est la même, pareil. Donc ça, c'est vraiment très très C'est important. ce qui nous a rejoints. Dans la vie actuelle, pour moi et pour d'autres, cette solidarité entre les gens. Bien sûr, de toute façon, il faut vivre avec. Je veux dire, il faut pas avoir peur de la différence des gens. Les mélanges de cultures, on en apprend. Il faut se mélanger. C'est le métissage et le racisme. Ça devrait pas exister, quoi. C'est quelque chose de moche. Peu importe la couleur que t'as, la nationalité que t'as, la religion que t'as, un humain, c'est un humain, quoi. C'est ça qui Ça, compte. c'est sûr. Et c'est pas beau, quoi. La violence, la haine, le racisme. C'est pas beau ce qu'on voit. C'est l'ignorance. Je pense que c'est des gens qui ont peur de l'inconnu, ils ont peur de quelqu'un qui est différent Je pense d'eux. qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que le sujet du film L'Adoption, que Jean-Pierre réalisera après l'autoroute des braquages, qui se fera pas tout de suite, c'est un sujet sensible qui est très important en 2021. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a toujours du racisme. Oui. Et faut pas le nier, malheureusement. C'est même pas une question de racisme. Et Voilà. c'est un sujet qui tient à cœur. Voilà, Jean-Pierre va nous expliquer. C'est même pas une question de racisme. C'est une question de. On appelle ça indélébile. C'est. Toi. Il y a un proverbe africain qui dit les jeunes courent vite, mais les anciens savent. Voilà. Et un autre proverbe que j'ai appris aussi, c'est voilà, c'est une question de peur. Tu vois. Ah, le noir, il va me tuer, parce que toute ma vie, on m'a appris que le noir, il est méchant. Ah, le juif, il va me tuer, parce que toute ta vie, le mec est né dans une famille de fachos, on lui a appris ça. On lui a interdit de jouer avec les autres enfants. Oui, bien sûr. Tu vois, voilà. Et 2 jours, il change de cours, il va jouer avec les autres enfants. Il s'aperçoit que c'est une grosse connerie qu'on appelle le racisme. Tu vois. Il a envie d'être comme tout le monde. Et là, il regarde le soleil en face et il se dit, mais merde, d'où l'on vient, on ne sait pas. Quand l'on meurt, où l'on va, on ne sait pas. Tu vois, tu vois,
appelle ça le racisme. Et si on n'avait pas peur de mourir, et si on n'avait pas peur de l'être, personne ne serait facho, personne ne serait raciste, tu vois, on serait tous des frères. Ouais, c'est ça. On est dans une actualité un peu difficile. Oui, alors, Où, dès qu'il y a des problèmes, eh ben, il y a des, je dirais des vieilles rancœurs qui ressortent, etc. En période difficile. Et malheureusement, ça a toujours été comme ça. Mais on est là, c'est fait un peu, sur Fréquence FM, se défendre contre ces gens. Ça va plus haut que ça, c'est cette politique. Ouais, qui est faite par, côté attention, politique, c'est fait par certains de nos politiciens divisés pour régner. Hein, c'est bien connu. Ouais, ils montent les gens les uns contre les autres. Puis, on est là aussi parler de choses qui vont pas, quoi. Je veux dire, le racisme ne doit pas être actuellement, ça existera toujours de toute façon. Tant qu'il y aura des politiciens véreux, regarde, tu prends Jean Moulin, par exemple, oui. on aurait pu le sortir. Oui. Mais c'est les communistes qui n'ont pas voulu aller le chercher, toi. Parce qu'il était républicain. Toi, quand tu vois des petites conneries comme ça, toi, et puis je te cite pas le reste, alors 6 millions disparus qui disent il y en a un peu plus, toi. Non, mais toi, on retombe dans une certaine époque. Mais c'est vrai. Mais on l'a vu autrement, par le vaccin, par le pass, par ceci, par ça. Mais c'est vrai. Hein. J'ai un peu peur de l'avenir quand j'entends des potes qui commencent à claquer, toi. Tu as l'impression que quand il y a des élections, qui sont souvent présidentielles, mais tous les mêmes. Et ben, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Les gens jouent là-dessus. Mais oui, je connais. Sur la peur la peur des autres. Je connais des attachés de presse, mais bien placés, hautement placés, toi. Et ils me le disent, ça sert à rien d'aller voter. Ils mettent qui ils veulent. Alors le vote, ça, comme ils disent, ça occupe le petit peuple. Ils vont boire un petit coup après, ils s'engueulent. Mais c'est ça. Et pendant que les autres, ils gagnent 10 000 euros par mois. Votez pour moi, je suis moi. T'es qui, toi? On va voir, je suis plein de promesses, ouais. Mais c'est tout que promesses. Parce que je suis assez curieux de voir l'année prochaine qui va voter, pour qui, comment. Ça changera pas parce qu'ils mettent qui ils veulent. Ce sont les grosses puissances derrière, les gros marchands d'armes, tout ça, toi. Les grosses sociétés les gros banquiers, tout ça, voilà. Les pharmaceutiques, qui voilà, sont derrière. Si avec eux c'est rien, ça met surtout les marchands d'armes. T'as l'impression que c'est eux qui dirigent plutôt que les gouvernements. Mais surtout les marchands d'armes, mais il faut les vendre, les tanks, les avions à réaction, tout ça. Toi. Alors on fait une guerre 6 mois là, bon, on l'arrête. Et le pays est dans le chaos, bon, qui se démerde. On va en faire un autre là-bas. Là encore le pays qui est dans le chaos, toi. Et alors, c'est les pauvres qui se font bombarder, c'est eux les salauds, toi. Tu sais, c'est un problème de communication, tout ça. Hein. Donc l'État essaye, par la communication, d'imposer certaines choses, alors que c'est pas le cas. Mais il n'y a même plus d'État aujourd'hui, c'est fini. Tu vois bien que quand il y a eu les Gilets jaunes, tout ça, c'était un problème de communication. Ouais, voilà. C'était qui allait gagner la communication sur le pays. Oui, mais les Gilets jaunes, c'était fait par les politiciens, parce que comme ça occupe le peuple. Tu vois. Pendant qu'on parle des Gilets jaunes, ils nous pondent des lois qui passent par derrière. Oui, ils ont on se réveille un matin. Minutes avant la fin, voilà, on se réveille un matin, le gaz est augmenté, l'essence elle a augmenté, le machin, tout ça. Tu sais, c'est ça t'emmène le bal. Hein. Et de toute façon, un jour ou l'autre, on aura un impôt sur le Covid. Hein. On a déjà plein d'impôts partout, alors. L'électricité, le gaz qui augmente. Mais c'est ce que je te dis, voilà. Donc c'est quand même assez terrible. Bah oui. Je voulais te demander, Jean-Pierre, toi qui as vraiment une grosse expérience, est-ce que tu as quand même des anecdotes? Tu m'avais raconté une où tu étais dans une salle de théâtre. Ça, ok, voilà. J'avais fabriqué un théâtre quand tu étais en prison. Voilà. Et j'avais écrit la pièce L'évasion, et j'étais en dessous en train de creuser. En vérité, je m'évadais avec mes potes. Tu t'es inspiré des évadés ou quoi? Non, pas du tout, non, parce que j'ai toujours cherché à me barrer quand j'étais en prison, toi, toujours. Alors là, je voulais être balayeur, parce que tu balayes tous les blocs, tu passes partout, toi. Une fois, j'étais au bloc D, je balaye le bloc A, je vois la porte du grenier, putain, un cadenas, je le pète, boum, je le remets doucement, toi. Manque de peau, le soir, il y a la ronde des matons, ils l'ont vu, ils m'ont appelé le lendemain, t'as dit, Pierre, qu'est-ce que vous faisiez dans le grenier? J'ai dit, moi, dans le grenier, mais ça va pas, non. Et alors, raconte-nous cette fameuse anecdote
où ils t'ont attendu, etc. Eh ben, on était sous la cour du greffe, voilà, on sort, et puis voilà, il y avait 40 patons qui nous attendaient, moi et mes potes. On lui dit, mais c'est dans la pièce, vous inquiétez pas, on serait revenu sur la scène. Il dit, bah pour l'instant, la scène, c'est le mitard. La pièce finit au mitard. Excellent. Et t'as d'autres anecdotes comme ça Oh, en prison, peut-être tu t'en souviens pas non plus. Hein. En 22 ans, il y en a en avoir. Hein, oh là là, il y en a tellement aussi. Ça n'a pas été terrible en 3 fois quand même, passer autant de temps. Non, parce que moi j'ai souffert un peu. Bon, c'est vrai, à part mes sœurs qui m'ont pas abandonné, ma marraine qui m'a pas abandonné. Ça va. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de misère quand même, toi. Il y en a, ils supportent pas la prison, toi. Et en plus, il y en a certains qui se suicident, je suppose, des choses Bah comme écoute, j'ai connu des amis qui avaient des couilles comme ça, et qui ont été chercher leurs potes en hélico et tout, c'est pas n'importe qui, toi. Dès que leur femme, elle était partie, alors ils se coupaient les veines, les mecs, ils pourraient être cachés, tu les voyais plus d'un mur à l'autre, toi. Et c'est des bonhommes, ils ont des couilles, hein, je peux te le dire. Toi, parce que nous, les voyous, quand on aime quelqu'un, on est très sensible, toi. Il suffit qu'il y ait une petite engueulade, on va pas dormir pendant 8 jours, on s'en remet pas, toi. Après, tu te rappelles, ah bon, on se voit aujourd'hui à télé. Oh putain, l'oxygène et tout. Mais toi, Jean-Pierre, tu fais partie de donc l'ancienne génération où on ne tuait pas, quand on faisait des braquages, on ne tuait pas les gens pour rien. Oh, dans ma génération, il y avait aussi des gens qui dérapaient. Hein, mais quand même beaucoup moins que maintenant, je pense, non? Non, moi je connais des jeunes de maintenant, ils sont excellents. Regarde ceux qui ont été cherchés à faire après en haut du mur et tout ça, qui ont fait sauter son mitard, la dynamite, qui l'ont sorti, son ami le Corse, il avait son œil qui pendait, il conduisait la voiture et tout. Non, c'était tous les temps, t'avais des jeunes qui étaient cons, des jeunes qui étaient bien. Et même aujourd'hui, t'as des jeunes qui sont bien. Alors, ça c'est fait par les polis. Banlieue, ça veut dire banni déjà. Voilà, on vous met... ouais, c'est vrai. Voilà, on vous met là, vous fermez vos gueules, voilà, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et démerdez-vous entre vous. Alors, ça arrange les politiciens, parce que quand viennent les élections, ils viennent faire chier les mots, toi. D'accord, ils veulent qu'il y ait du grabuge pour, je dirais, faire monter l'extrême droite. Voilà, c'est ça, bah oui. Pendant les élections, etc. C'est ça, c'est toujours la même histoire. Moi, j'ai tourné en banlieue, ça s'appelait Data Center. On est là avec les camions, les jeunes, ils étaient en bas, avec les pitbulls et tout. Qu'est-ce que vous les foutez ici? J'ai été les voir, je suis un ancien joueur d'auto et tout. Ouais, tu connais qui là-bas? J'aurais dit un ou deux noms, c'était vraiment leurs cousins, ils les ont appelés. Ouais, JP Broto, il est génial et tout. Et ils nous ont foutu la paix, ils étaient super gentils. C'est le manque de communication qui fait ça, toi. C'est ça. Toi, ce manque. Et certains politiciens, ils s'affirment à faire ça, ils font un mur, toi, pour que les gens ils se battent entre eux. Voilà. Alors, diviser pour mieux régner. Je vais passer la parole à Léa. Voilà. Oui, Léa. Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Jean-Pierre? Que c'est une personne bien, qui a du cœur, qui juge pas, qui est tolérant, et une personne, un état d'esprit jeune, combattant, dynamique. Donc, c'est ce qui m'a plu chez lui, c'est son dynamisme et son humour, son état d'esprit jeune. Et puis en fait, comme c'est quelqu'un de sportif, moi aussi, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés la première fois, ça a collé entre nous. On est tous les deux des personnes sportives. Et puis on a accroché sur le domaine du sport. Puis il y a aussi le domaine du cinéma. Mais c'est tout un ensemble. C'est la personnalité, quelqu'un d'ouvert, tolérant, et qui a de l'humour. Et puis son état d'esprit jeune, quoi. Oui, il est resté jeune dans sa tête. Hein. C'est ça qui est agréable. Donc... parce que, voilà, l'âge, des fois, ça veut rien dire. Je repasse un peu. Il y a un proverbe mafieux qui dit « Garde toujours dans ta main l'enfant que tu étais quand tu étais enfant. » Nous sommes tous des grands enfants. Absolument. Oui. Léa. Je vous écoute. Tu m'écoutes, hein, j'espère. Oui, bien sûr. C'est parce que je pensais que... Oui.
Nous sommes sur Fréquence FM dans l'émission Ciné Forever. Et aujourd'hui, nous avons deux invités de marque, Léa et Jean-Pierre, qui nous parlent de leur carrière, des films qu'ils sont en train de réaliser ensemble. Et nous allons revenir sur la carrière de Jean-Pierre, parce qu'il a une sacrée carrière cinématographique. Alors, je vais te demander, en sortant de prison, tu as fait du yoga, c'est ça? Explique-moi tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que je me suis mis au Hatha Yoga. J'ai rencontré... Alors, c'est quoi le yoga? Le Hatha Yoga, c'est physique. Voilà, mais ça comprend, tu peux travailler tous tes organes, ton estomac, ton cœur, ton foie, ton pancréas, tout, par des mouvements, voilà. Comme vous avez vu tout à l'heure, comme ça, la vague, ça s'appelle la vague en Hatha Yoga. Voilà. Et ça fortifie même aussi les poumons et tout ça. Ça masse le cœur et tout quand on rentre, voilà. Bon, donc j'ai rencontré Tenzin, qui était à l'époque un Tibétain, qui m'a présenté à des moines, et lui, il était président de toute la communauté tibétaine en France. Donc, j'ai été à la pagode, j'ai travaillé avec eux, ils m'ont appris tous ces mouvements, et puis à me retrouver en moi-même, parce que bon, j'avais déconné un peu en sortant, toi, j'avais besoin de thunes, voilà. Et, tu étais retombé. Oui, j'étais un peu retourné dans le mauvais dans la bande à Attila. Voilà. Mais j'en avais marre, j'ai jamais été. Je sais faire l'argent, mais quand j'en ai, je dilapide tout, parce que je suis pas intéressé par l'argent. C'est mon côté gamin, c'est comme ça. Je vais me faire plaisir, je vais être quelqu'un de malheureux. Tout. Donc voilà. Et j'ai pratiqué ça pendant 4 ans. Voilà. Et là, tu as rencontré des gens qui vont te permettre de... J'ai rencontré une dame qui avait acheté un appartement 123 boulevard Malesherbes. Alors, il fallait qu'elle le casque, évidemment. Et elle voulait donner des cours de yoga. Alors, elle avait 2 pièces, elle a fait casser la cloison. Et donc, j'étais prof de yoga. Alors, j'avais ma plaque en bas, Maître Angelo, le Tibétain. Frère des bêtes et des enfants. J'ai une grosse plaque en bas qu'elle avait fait mettre. Et j'avais du beau monde qui venait, attention, j'avais des PDG, j'avais tout ça, toi. Donc je les massais, j'avais des gongs énormes. Et j'avais un PDG dont je dirais pas non, c'est quand même toute l'essence totale en France, quand même, un mec milliardaire, toi. Il avait son chauffeur et tout, lui il voulait c'est dormir. Il dit j'en ai marre, je dors que 3 heures par jour, ces affaires, tout. J'enroulais dans des grosses peaux de bête, toi, tranquillement, et puis quand il dormait, je tapais un grand coup de gong, il se réveillait, il était content, Maître Angelo et tout. Alors une anecdote là-dessus qui est super bien. J'avais un pote. Bon, c'est un petit feu, je ne dis pas le nom, ça commence par Ben, comme tous les feuges. Et le prénom David, comme tous les feuges. Et lui, il était en cellule avec nous à l'époque. Et il était tombé pour braco, ça s'était mal passé, mais bon, il avait tué personne, il avait fait son holdo, il s'était fait attraper après. Et il me dit, je te jure, ouais, moi, dès que je sors, je fais psychologue pour chien. Et... Alors là, on était morts de rire. On était assis dans une cellule de 5 mètres carrés sur 7. C'était des lits marins, toi. Alors, on rigolait avec David. Ah, tu veux faire psychologue pour chien? Alors, on disait, vas-y, fais waouh. J'étais du sucre, on déconnait, on était morts de rire. Mais attends, ce qui se passe, c'est que comme moi, 123 boulevard Malesherbes, quand j'enseignais le Hatha Yoga, les massages, tout ça, un jour, la concierge vient me voir et me dit « Ouais, vous savez, Maître Angelo, il y a un monsieur qui est en face, il est psychologue pour chien. » Et là, ça me revient. Je dis « Putain, il est en cellule avec moi, c'est peut-être lui. » Oui, on ne sait jamais. Et il s'appelle comment? Il me dit David Ben. Oh, c'était lui alors. Alors, c'est quoi psychologue pour chien? Je vais t'expliquer. Et je vais t'expliquer, franchement, c'est un génie. C'est vraiment le peuple élu. J'arrive, je vois sa plagne, elle faisait presque 1 mètre de haut, psychologue pour chien, des ensorceleurs de chats. Maître Ben machin, tu vois, bon putain, je monte là-haut, je sonne, et je vois deux petites tanards, bonjour monsieur, je dis voilà, je suis Maître Angelo, je suis en face, ça me fait, ah bon, je voudrais voir Maître
Ben, elle a rentré, alors me font dans une salle d'attente, il y avait des nanas avec des chats dans un petit panier, et il y avait des autres femmes avec des petits chiens et tout. Pourtant, j'étais assis au milieu, je regardais comme ça. Elle va le chercher, il arrive, je le vois, il faisait 2,80 m. Oh, il avait des chaussures. Ah, il s'était mis des chaussures. Ouais, mais en bois japonais, mais tu sais qu'il y avait au moins 15 cm. Oh. Alors, il y a une espèce de blouse avec des manches comme ça, un chapeau pointu. Un chapeau pointu, tu sais, avec des rubans et tout, je le vois. Il me sert comme ça, il me dit surtout ne parle pas de prison ici. Ok, d'accord. Alors je vais donc dans son bureau, il avait un super piano, il savait pas en jouer, mais il avait une litiette qu'il mettait, toi. Et puis t'avais les petites femmes, des vieilles, des femmes de colonel en retraite, tout ça, toi, qui avaient leur petit chien, elle l'amenait. Alors il était sur le piano, puis il jouait. Alors il faisait semblant de jouer, il mettait. Ouais, il mettait du Beethoven. Il dit c'est la réincarnation de Beethoven. Autre chien. Et il prenait quand même 2000 balles pour 20 minutes. Ah, quand même. Ah ouais, il s'est gavé pendant 2 ans, il était milliardaire, il s'est pas aux États-Unis, il fait pareil. Ah, d'accord. Ouais, adorable, adorable. En tout cas, c'est un génie quand même. Hein. Ah, c'est un super génie, toi. Bien, un brave type. Alors, dis-moi comment s'est passée ta fameuse rencontre avec Didier Bourdon, puis qui est venu dans tes cours ainsi que... Alors, au début, je donnais des cours de hatha yoga, tout ça, dans une piscine parisienne, qui est dans le 12e arrondissement. Ils étaient tous là. Il y avait Richard Berry, il y avait Didier Bourdon, il y avait Darmon. Alors lui, c'est un frère pour moi. Voilà. Il y avait Sophie Marceau, tout le monde était là. Tous nageaient à cette piscine. Et donc, j'en donnais des cours je les massais, des cours de hatha yoga, tout ça, parce qu'ils en avaient besoin. Bon, voilà. Et un jour, Didier, il me dit, tiens, tu voudrais pas, je fais un film, Le Pari contre le tabac, c'est tabou, voilà. Tu voudrais pas jouer dedans, parce que ce que tu fais avec ton ventre, ça serait bien. Je mettrais comme prof de yoga dans une salle. Je dis, ok, pas de problème, voilà. Et puis alors après, Gérard m'a aidé un peu, parce que je venais de sortir, et j'oublierai jamais ça. Il peut avoir besoin de quoi que ce soit, j'arrive tout de suite. Voilà. Et donc je fais le film Le Pari, et Didier il apprenait que je dormais sous la piscine. Voilà. Et c'était marrant parce que j'avais mon sac de couchage et sous la piscine je voyais les hublots, je voyais l'eau toute la nuit. Je croyais dans une autre planète. Et un jour il me chope, il me dit je viens te chercher chez toi, on fait le film Le Pari, je t'ai écrit. Ok, d'accord. Mais il me dit, t'habites où? Bah, je lui dis, j'habite à la piscine. À la piscine, il comprend pas tout. Il fait voir, mais... Ah non, ça y a fait de la peine. Il me dit, écoute, t'arrêtes les conneries, tu viens chez moi, je te file un studio, on tourne ensemble, et puis voilà. T'es parti de là. Voilà, c'est parti de là, on a fait plusieurs films ensemble. Mais après, c'était une grande amitié, a priori, non? Oui, on s'est craché, ça, on a eu des crashs comme tout. C'est vrai que mon caractère de guerrier à la con, toi, et sans faire du mal, toi. Alors voilà, parce que bon, des fois, je rentrais déboulonné et tout. Le gros, Parce que là, t'as pratiquement tourné dans tous les films. Ouais, et à chaque fois, il m'appelle. Les Inconnus et de Didier. Hein, voilà, j'en ai fait avec le Louche aussi à Pouportant. J'en ai fait aussi quand on a fait avec l'école israélite à côté, là, on a fait. Ah putain. C'est quoi, les romages ou... Non, à côté, là, chez Madame Sarabia, là. On a tourné. Oh putain. Ce vaccin, il m'a noyé la tête. Oh. Mais en tout cas, pas data center, mais cinéthérapie. Ah, cinéthérapie. Ouais, j'ai eu un succès avec ce film, un carton. Donc voilà, et puis là maintenant je veux faire mes films moi-même, parce que je veux faire que des films. J'étais très inspiré par José Giovanni. Et dis-moi, les Inconnus, sur leur tournage, ils sont comment? Oh, ça va, tu sais, Campan, il est charmant, Légitimus, il est charmant. Bon, Didier, il fait un peu la tronche des fois, mais c'est rien, c'est pas grave, on s'en fout. Moi, quand je tourne, je fais masser la porte. À l'époque, hein, j'étais un peu comme ça. Je sortais de 12 ans plein de prison, deuxième. J'avais besoin d'aller en boîte, m'éclater, j'en avais rien à foutre. Et t'as bien, je n'aimais pas le cinéma, je m'en fous. Toi, c'est pour te dire. Voilà, je retourne dans l'autre famille.
C'est le cinéma tous les jours, Léold. C'est les films policiers tous les jours. J'ai été très inspiré par José Giovanni, qui a fait 15 ans de prison et qui a fait plein de films policiers comme Le Trou, comme tout ça, toi. Et quand j'étais gamin, j'avais 13-14 ans, j'étais inspiré par lui. Tout. Et je veux faire que des films policiers. Tout en... Il n'y aura pas que des braquages dedans. Comme je t'ai expliqué, l'autoroute des braquages, t'as vu, il y a des trucs sensibles, tout ça, toi. Voilà. Le reste, bon, faut rire, d'accord, bon. En tout cas, tu connais bien ton job, hein, puisque tu reprends des rôles. Mais attends, je suis allé dans la pellicule en plus, parce que mes parents tenaient un studio de cinéma qui s'appelait ASPS, Société Parisienne de Sonorisation Française, toi. Parce que maman était franc-maçon, mon grand-père franc-maçon, Ludovic Ferry, il a inventé le compas à trajet loge et les clips. D'accord. Je suis issu d'une famille de francs-macs. Moi, j'y suis pas parce que je suis franc-gangster, alors. Donc voilà. Mais je voulais te demander, alors, donc avec Léa, vous avez fait pas mal de choses ensemble. Ah ouais, ça a tout de suite accroché. Parce que tu sais, il y a des connards, c'est la jalousie. Ça, Ouais, ça c'est clair. Et tu connais les milieux artistiques, ils sont tous jaloux les uns des autres. C'est ce que j'expliquais à Léa. Elle surjoue, elle ceci, il faut qu'elle prenne des cours. Léa, elle peut pas surjouer, je vais te dire pourquoi. Elle est naturelle. Comme toi. Voilà, ouais. C'est pour ça que vous entendez bien. Voilà, je lui dis Léa, vas-y, fais ci, fais ça. Alors, elle est un peu timide sur le moment parce qu'elle dit pourvu que ça marche. Mais elle n'a pas besoin de cette timidité parce que avec elle, tu fais 2 prises, c'est bon, hein, tu vois. Alors, on va laisser Léa. Je vais vous passer. Hein. De toutes ces collaborations. Merci. Alors Léa, les courts-métrages avec JP. Oui, donc comme disait Jean-Pierre, on a réalisé plusieurs courts-métrages ensemble. Donc on a fait Le Retour de la Patronne. Donc c'est en plusieurs épisodes, il doit y avoir 11 épisodes, mais les épisodes que je vais énumérer, c'est des épisodes qui me tiennent à cœur, que je juge qui sont bien. Enfin, Ouais. ma préférence, qu'on va dire. Ils sont tous bien, mais on a tous une préférence. Donc, le retour de la patronne, première partie. Dans celui-là, on est une équipe et puis on retrouve Jean-Pierre, que ça faisait longtemps, donc on est content de le voir. Et puis on monte un coup avec Jean-Pierre. Il fait la sortie, on fait un coffre. Et c'est génial, quoi, donc c'est pas mal. Attends, une seconde, garde le micro. Viens avec moi. Alors là, le copain, parce que j'ai vengé un copain à qui on avait fait du mal. C'est un vrai copain. Voilà. On a vengé un copain, quoi. Donc, ensuite, il y a eu Le rêve de Romy Lalouve. Celui-là. Ça, c'est un genre de clip. C'est un court-métrage qu'on a fait, Le rêve de Romy Lalouve. C'est quand... Si, quand je crois que t'es mort, tout ça, quand t'es mort. Et Non. C'est dans Le Retour de la Patronne que je suis mort. Oui, mais dans le... Donc, Le rêve de Romy Lalouve. C'est un court-métrage, je me réveille parce que je suis avec ma mère et je crois que c'est un cauchemar. Exact. Donc voilà, c'est un court-métrage et pas un clip. Et ensuite, un épisode qui me tient à cœur, c'est le kidnapping de Colombo. Donc dans celui-là, Colombo, il est dans sa voiture, dans un garage. Et nous, on est à 3 dans une voiture, on le bloque, et puis on sort de la voiture, on ouvre sa portière de force, et puis on dit « Descends, tu vas retrouver tes nouveaux appartements ». Donc il se demande quoi, je lui dis « Tu me suis, tu fermes ta gueule, tu me suis ». Je le prends, je l'emmène au coffre, et j'ouvre le coffre, et je dis « Voilà tes nouveaux appartements ». Et tu rentres là-dedans, en mettant l'énergie, hein, bien sûr. Donc celui-là, il est pas mal. Il y a eu la rançon par le gang de la patronne. Et après, il y a eu... énorme. Non. Alors, viens, rapproche-toi. C'est un hommage à Gainsbourg. Ça s'appelle Le loup du pénitencier. Bien sûr. Dans son style. Donc, super ce clip. On a fait aussi Le loup du pénitencier, comme disait Jean-Pierre. Dans celui-là, c'est un peu... on se rentre un peu dedans, tu es mon loup, tu es ma louve, je t'ai mis une balle en plein cœur. Face à moi, tu ne seras jamais le vainqueur. Enfin, il y a cet échange de rentre dedans un peu à la Gainsbourg. Voilà, un hommage à Gainsbourg, et c'est ce que je trouve super. Et il y a aussi le fantôme, la patronne et le fantôme d'Angelo, qui est pas mal comme court-métrage. Et ensuite... Et ça raconte quoi ?
Dans celui-là, on est dans un bar et C'est où il y a Winston Churchill. voilà, Winston C'est une Churchill. cave à cigares. Voilà. C'est une cave à cigares et puis dans celui-là, Jean-Pierre est mort. Habillé en Donc, marocain, voilà, je vois du ciel. c'est ça. Et après, il y a pas mal de... On a fait quelques courts-métrages ensemble, mais avec d'autres personnes, comme on a tourné dans L'autographe, Jean-Pierre et moi, Ouais. de Ludovic Berthiaud. Donc un court-métrage qui est passé en festival DAG et qui sera en plusieurs langues, comme disait Jean-Pierre. Il est passé aussi attends, tu peux rester. Au festival de Clermont-Ferrand, parce qu'ils l'ont traduit en plusieurs langues et il va être présenté dans tous les pays. Donc voilà. Et ensuite, on a pu faire quelques clips ensemble. Donc il y a eu le voyage de Romy. Ça se passe dans une station de métro à Arzemétché, c'est un peu tout en cuivre la station. Ouais. Ça fait penser un peu à 20 milieux sous les mers avec le capitaine Nemo, les petits tublots. Ça fait un D'accord. peu... C'est pas mal. C'est vrai. Il y a eu... donc j'en avais parlé à Jean-Pierre, je dis tiens ce serait sympa de faire un clip dans cette station, ça fait un peu futuriste avec les hublots, tout ça. Et Jean-Pierre me dit ouais c'est vrai, c'est une bonne idée quoi. Donc on a fait ce clip là. Alors, attends, alors c'est des clips ou des courts-métrages? Non, c'est un clip là. Un clip avec de la musique et tout, alors je suppose. Hein. Oui, effectivement. D'accord. Et il y a eu... Et c'était comment la musique de qui? Oh, je sais plus. donc... Mais par contre, non, vas-y, tu peux rester. Le loup du pénitencier, c'est des musiciens à nous. D'accord. Le loup du pénitencier, celui-là comme clip, c'est fait dans un studio d'enregistrement avec des amis à Jean-Pierre. Il y avait un batteur et un guitariste. Voilà. Et celui-là, il était pas mal, on s'est bien marré, quoi, effectivement. Et il y a aussi d'autres clips, comme je disais, comme le clip de la patronne Les gens de la vie. D'accord. Il y a eu aussi un clip qui est magnifique, dans Paris la nuit, c'est le clip Les anges de la nuit. Celui-là est magnifique, ça se passe dans Paris le soir. C'est émouvant avec un petit fond de musique classique. Et Jean-Pierre et moi, on a pu tourner dans un long métrage. On a eu deux belles scènes où je viens chercher Jean-Pierre devant la santé, hein, Blake. Et c'est même dans le retour de la patronne, je sors de tout. Oui, bien sûr. Et donc dans le long métrage qu'on a fait avec des jeunes de banlieue, je viens chercher Jean-Pierre devant la santé qui est Blake. Et il y a la scène un peu que j'aime bien, c'est quand Jean-Pierre, alias Blake, fait un cauchemar et c'est pas mal la scène. Et ça, bon, c'est avec... voilà. C'est La Vengeance 3, c'est avec un réalisateur, un rappeur qui a fait ça au Morsay, quoi. Donc voilà. Jean-Pierre va nous expliquer un peu ce que tu nous disais sur ton dernier court-métrage. Hein, oui, bien sûr. Donc je laisse la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà, qui va un peu nous dire sur ce dernier court-métrage. Hein, c'est ton dernier, celui-là, non? Oui, et puis le montage n'est pas encore voilà. fait, donc je laisse la parole à Jean-Pierre qui expliquera mieux, je pense. Oui, bon, c'est des affaires qui existent toujours dans un certain milieu. Des fois, j'ai de la relance, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Alors, ils sont là, ouais, tu verras, Pierrot, tu regretteras et tout. Bon, je suis comme Edith Piaf, je ne regrette rien, je ne veux pas retourner en prison à mon âge maintenant. J'assumerai, j'ai toujours assumé, j'ai jamais balancé personne, malgré que j'ai le bras long, parce que je connais du gros monde des deux côtés. Moi, au contraire, j'ai beaucoup rendu service, mais je préfère faire le gangster de carton au cinéma, toi, que Léa vienne me voir au parloir, ou ma famille vienne me voir au parloir. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai assez donné, c'est bon, 3 fois, ça me suffit. J'ai été vacciné avant le corona. Parce qu'à ton âge, j'en ai un peu marre. Hein, quand même. C'est même pas une question d'âge, c'est que quand ça t'intéresse plus, ça t'intéresse plus. Ouais. Il faut pas forcer les choses dans la vie, toi. J'ai été vacciné avant le corona, j'ai bien reçu les années, toi. Voilà. Donc alors, des fois, ils m'en veulent un peu. Ouais, tu regretteras, ouais, t'es devenu une lope et tout. Mais je préfère être une lope vivante que d'être un héros enfermé, toi. Voilà. Ça ne m'intéresse plus. Si je serais tout seul, encore tout seul, bon, j'aurais même par suicide, toi. C'est les flics qui arrivent, ils sont là, ils me tirent dessus, j'en tire dessus, bon c'est dommage. Mais je sais pas.
j'ai voyouté pendant 30 ans de ma vie, maintenant c'est bon, faut foutre la paix avec ça. Ouais, c'est ça, t'en as un peu marre. Voilà. Je te dis, c'est pour ça que j'adore José Giovanni, qui a fait le film Le Trou, qui avait fait 15 ans de prison, tu vois, qui a fait beaucoup de films sur le milieu, qui sont vraiment intéressants. Je veux faire que des films comme ça. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, des fois, bon, c'est vrai que la vie est chère maintenant. Tu vas boire un verre dans un café, le mec il arrive, un café c'est 4 euros, tu vois ce que je veux dire. Alors les mômes, t'as des mômes, ils gagnent 600, 700 euros par mois, des étudiants. Comment veux-tu? Ils vont 2 soirs en boîte, c'est fini, ils sont ruinés, toi. C'est vrai que ça tente parce qu'il y a des belles affaires, toi, mais après, il faut assumer derrière quand le choc est là. Ouais. C'est le tsunami, tu te prends des 15 ans, des 20 ans, et si t'as personne pour venir te chercher, t'es mal. Tu m'étonnes. Voilà. Je voulais te demander, est-ce que la réalité et des films, je dirais que ce qu'on voit dans les films, c'est en dessous de ce que tu as vécu? Non, il y a des réalités qui sont vraies, il y a des... Non, je pense pas qu'ils dépassent les limites, hein. Les réalisateurs, c'est exactement comme ça que ça se passe. Puis, oh, bah, ouais, des fois ça se passe autrement, mais ils peuvent pas le dire parce qu'ils arrêtent dans le temps de nuit quand même. Tu vois, Jacques Martin à l'époque, ils ont fait péter son théâtre, ils ont brûlé son théâtre. Toi, le producteur de Catherine Deneuve, ils l'ont buté. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de trucs. De toute façon, c'est un milieu de voyous, le cinéma. Il y a trop d'argent en jeu, les mecs. Quand il y a l'argent, ça craint. Ah bon. C'est dommage d'ailleurs, c'est ce qui casse le charme des fois. Voilà. Donc on pourrait faire de très bons films merveilleux en étant bien payé normalement, tout le monde y retrouve son compte et tout le monde y retrouve un film magnifique. Alors voilà, je vais laisser la parole à Léa maintenant. Voilà. Alors Léa, on parlait de courts-métrages. Oui. Tu as fait d'autres courts-métrages sans peut-être Jean-Pierre? Non, pas pour Non, que pour des le moment. courts-métrages avec Jean-Pierre pour l'instant? Les courts-métrages que j'ai pu faire éventuellement ont été faits avec Jean-Pierre et réalisés par Jean-Pierre. D'accord. Et après, il y a eu, comme j'ai cité auparavant, un autre court-métrage où j'ai tourné avec Jean-Pierre, mais là, ça a été réalisé par Ludovic Berthiaud, autographe. Et puis un autre long-métrage où on a tourné... ça s'appelle La Vengeance 3, où je disais que j'avais 3 belles scènes avec Jean-Pierre alias Blake, donc réalisé par un rappeur Morsa. Et puis on a fait aussi une petite apparition dans un autre court-métrage qui s'appelle Burnout, Oui. de Chirou Badiak. On a fait une petite apparition. Et puis voilà, puis là on est en projet, on est sur le long-métrage. L'autoroute. Dessus, ouais. Ouais. Mais est-ce que tu voulais arrêter les courts-métrages pour aller être dans un long-métrage, c'est ça? Si je comprends bien, tu as fait beaucoup de courts-métrages quand même. Hein? Oui, pas mal, réalisé par Jean-Pierre. Et peut-être assez d'expérience en la matière pour pouvoir passer sur un long. Oui, non, c'est toujours bien de faire des courts-métrages, tourner un peu à gauche à droite, avec Jean-Pierre, bien sûr, parce qu'on est une équipe, quoi. Mais c'est aussi bien, oui, de faire le long métrage, quoi. Ouais, d'attaquer un long. Quoi. Oui, bien sûr. Hein, Jean-Pierre? Surtout que j'ai un super cadre qui sera là, Miguel Gruau, qui a travaillé 40 ans à la Gaumont, et il connaît vraiment du monde. Voilà. Les PDG, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment ses amis depuis 40 ans. Et il m'adore, il veut absolument nous cadrer. Il a le matériel qu'il faut, il vient s'acheter aussi un camion. Et c'est une expérience intéressante. C'est un petit 40 tonnes, et dedans, t'as une salle de cinéma avec un grand écran, tu vois, et il va faire tous les villages de France pour présenter des courts-métrages que j'ai fait pour Léa. Voilà. Toi, ça va propulser le film en plus, voilà. Et des fois, je me heurte avec des gens, mais elle a pas fait ci, elle a pas fait... Et je lui dis, t'arrêtes de me faire chier, parce qu'elle a pas besoin, elle. Ah oui, non, mais c'est bon, faut être fort dans la vie. Si elle jouerait mal, je dirais, je la prendrais pas. Bah oui, on le verrait tout de suite sur l'écran. Voilà, c'est une astride. On triche pas. Hein, elle est née, elle est triste, parce qu'avec la vie qu'elle a eue, c'est un peu, tu sais, c'est une vie dure, c'est un peu comme un film de cinéma, toi. Elle est née actrice, elle te prise, c'est bon. C'est carré, elle joue pas à côté, elle est bien au centre et tout, et voilà. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été émerveillé tout de suite, parce que je la guide, toi je suis derrière le cadreur, et je vois qu'elle est excellente. Voilà. Il y a que, c'est les jaloux qui disent ça, qui diraient, ouais, dans le cinéma, c'est pas ça qui manque. C'est ce que je lui dis. Mais c'est ce que je lui dis, je m'écoute pas ces connards.
Voilà. Écoute, personne, on est une équipe, on est ensemble, c'est la famille. Faut pas s'égarer à droite, à gauche. J'ai présenté à pas mal Et de tu vas gens. voir, Léa, quand le long métrage va sortir, Oui. tu auras certainement toujours une de critique de gens jaloux. Ah, hein. j'adore les critiques. Donc, Faut- c'est sûr et certain. Hein, beaucoup de gens diront que tu joues excellemment bien, que le film est super, avec Jean-Pierre à la baguette. Mais tu verras qu'il y aura toujours des critiques. Alors maintenant, il y a les critiques constructives. Hein. Bien sûr. Maintenant, il y a les critiques destructives, comme j'appelle ça. Alors moi, pardon. Oui, Jean-Pierre. Oui, bien sûr. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui aimeront et des gens qui aimeront pas. Il faut s'attendre, quoi. On peut pas plaire à tout le monde, quoi. Donc, mais après, c'est le métier. Comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile. Ça, c'est sûr. Et Jean-Pierre a du répondant aussi, donc il saura le remettre en place, quoi. Donc, Oui, Jean-Pierre. Donc, voilà, j'ai eu affaire à des critiques. Là, tu peux rester, il n'y a pas de problème. Approchez tous les Voilà. deux ensemble sur le micro. J'ai eu affaire à des critiques qui ont présenté des films de Bourdon, tout ça. Alors l'idée du vas-y, monte, je montais sur scène, toi, je montais sur scène. Alors ils arrivaient, ah, vous êtes la fille de Didier Bourdon. Ils commençaient avec bam, 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 et je te fusille, et je te fusille. Je les laisse envoyer leur scud. tu vois. Et après, j'aurais dit, mais vous avez entièrement raison, ce film, il est mauvais. Alors il me dit, ah bon, vous parlez comme ça d'autres amis. Je dis, mais il est très mauvais ce film, c'est pour ça que tout le monde vient le voir. tu vois, parce que vous arrêtez pas de parler là, bah. Et vous êtes formidable, monsieur, vous savez pourquoi? Parce que les idiots parlent, le sage écoute. Voilà. Tu vois, moi, quand le film est bon, les critiques, j'admets pas qu'ils viennent de détruire parce que c'est des acteurs qui sont dedans. On se lève à 6h du matin, avec les camions, on est sur les routes, hein. On se couche à 9h du soir, le réal il se couche à 2h du matin parce qu'il faut déroger, tu vois, et faire le montage et tout. Alors c'est quand même un métier dur. Alors j'admets pas qu'on vienne me critiquer et critiquer mes acteurs. Parce que après je leur dis, ça fait 5 minutes je vous écoute, vous voyez, j'ai pas de montre et ça fait 5 minutes. Alors devant tout le monde ici présent, je vais vous mettre mon poing dans la gueule, toi. Et là, Direct. Vous pourrez dire, je suis un salaud. Ouais, vous perdez votre calme. Mais justement, c'est quand je suis calme que je frappe, toi. Voilà, parce que toi, tu vas travailler 8 heures à ta radio, tu vas te défoncer à faire le montage. Et avec Abou, voilà, à la technique, vous allez vous saluer. Voilà, exactement. Et qui fait un boulot formidable et qui passe beaucoup de temps sur les montages. Voilà, mais oui. Sur la radio, pour Voilà. mettre des chansons, etc. Alors qu'il y a un Pinocchio que son nez s'allonge à chaque fois qu'il va essayer de te casser. Moi, je n'ai pas ça, toi. Tu vois. Ça, c'est clair. Je repasse ça à Léa, le micro, pardon, Léa. Alors, Léa, dis-moi, Oui. ton avenir, comment tu le vois? alors l'avenir, on peut pas prédire l'avenir, hein, donc. Mais quelles sont tes inspirations? Tes envies? Mes envies, tourner, pouvoir vivre de ça le plus longtemps possible, tourner dans des cours, dans des longs, toujours, voilà, viser des longs comme disait Jean-Pierre, parce que les cours, on en a fait assez, quoi, donc Oui, je pense aussi. tourner un peu à gauche, à droite avec Jean-Pierre, On fait que des longs, et puis voilà, quoi. Voilà, de toute façon, vous travaillez en collaboration. Oui, c'est ça, oui, j'ai bien compris. collaboration. C'est pour l'actrice fétiche. Donc on est une équipe, l'équipe est faite, on est une famille, et c'est ce qui compte. Et sur chaque film, tu as toujours ta même équipe technique, Jean-Pierre? Oui. Hein, tu changes pas une équipe? Non, j'ai design? toujours j'ai mon cadre, mais Miguel Crudo qui est extraordinaire. Le mec, il a 40 ans de cadrage, il était projectionniste pendant 20 ans, c'est vraiment la Gaumont, ouais. Et c'est vraiment un ami, toi. Il me dit, même si t'aurais pas d'argent pour faire le film, Jean-Pierre, je viens, je tourne gratuit pour toi. C'est pas, elle a entendu. Hein. Mais ça ne m'intéresse, toute peine mérite salaire. Voilà. Et puis, avec des actrices extrêmement douées comme Léa. Ah bah ouais, ça c'est mon actrice fétiche. Voilà, c'est une pièce maîtresse. Hein. Ah, exactement. Alors, Léa, dis-moi, Oui. comment il est Jean-Pierre sans ton âge?
cool. C'est quelqu'un de cool, mais après il faut quand même de la sévérité, quoi, parce qu'il faut pas que ça s'éparpille, faut que les gens restent à côté, quoi, parce que quand c'est leur scène, faut pas commencer à chercher après si le mec est parti fumer une cigarette. D'accord. Et T'es sur le tournage, tu restes à côté et tu attends que tu ce es soit ta sérieux et scène. tu fais ton job. Hein, comme on Voilà. dit. Sinon, Simplement. sinon, Mais, il y a... Gentil, hein, Oui, mais il faut aussi... Alors, est-ce que vous vous entraînez avant le tournage, ou vous faites des répétitions entre acteurs? Comment C'est ça se arrivé, passe? on se voit, des fois, on se voit un jour avant, on en parle de ce qu'on va dire, ce qu'on a écrit, tout ça, puis voilà. Et comment ça se passe Très bien. pour la direction de Léa en particulier? Mais Léa, il n'y a rien à dire. 2 prises, c'est bon. Elle est très belle. Ah, il répète bien, 2 prises, c'est bon. Hein. Ouais, non, parce que c'est la vérité. Dans la vie, elle aime bien rigoler. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle se moque de moi, comme moi, elle rigole tout le temps, parce qu'elle est heureuse. Ouais, mais quand elle est sérieuse, Mais elle est sérieuse. dès qu'elle est sur le tournage, une demi-heure après, tu la C'est une autre. C'est une actrice. Voilà. Elle joue son rôle. Voilà, mais vraiment, elle est vraiment dans la peau du personnage. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on demande à une actrice. Hein, de toute Voilà, façon, hein. dans le kidnapping de Colombo, j'adore quand elle le met dans la balle. Pauvre Peter Falk. S'il Donc, voit ça dans sa tombe, il doit se retourner. C'est ça qui est vraiment important. Hein. Et Voilà. puis cette relation humaine, je dirais. Oui, un film, c'est une famille. Hein. Et c'est la famille. Bah oui. Faut pas oublier, et donc il faut que les gens C'est la famille. s'aiment, je dirais, et travaillent ensemble. Oui, mais tous les Dans le acteurs. même sens, et laisser Jean-Pierre travailler comme il faut. Non, sur un tournage, je suis cool, j'abaisse personne. Mais des fois, ça peut arriver que ça peut un peu envoyer. Je redresse le bateau, mais gentiment. Tout. Oui, c'est ça. Je suis pas marchand d'esclaves. Voilà. Puis le cinéma, c'est quand même un métier qui doit faire... Forever. voilà, c'est un métier qui doit faire rêver les gens, quoi. Ouais, c'est vrai. On vend du rêve, on doit faire rêver les gens, et c'est se mettre dans la peau d'un personnage, endosser un rôle, être dans la peau d'un personnage, et vendre du rêve, quoi, là. C'est le cinéma, C'est quoi. du forever. Cinéma, ciné forever, comme on dit. Forever. Ciné Forever. Ciné Forever. Yeah. Yeah. Voilà, vous êtes dans l'émission, hein, Eh Jean-Pierre, ben, c'est gentil. Ciné Forever, sur Fréquence FM. Et C'est gentil. je tenais encore à remercier Abou à la technique. Ah ouais, bah excellent. Parce que bon. et J'ai puis- connu tout gamin, lui. Et j'en trouve à la technique. Mais je voulais dire C'est mon Abou à moi. plusieurs C'est remerciements. mon adoption. Quand je dis Déjà, je tenais à remercier toute la famille de Jean-Pierre pour Ouais, nous ils sont avoir accueillis adorables. ici, d'avoir passé un excellent moment humain. Bah oui. Et ça, pour moi, Abou et moi-même sommes très honorés. T'inquiète pas, Et on c'est chez tenait à vous toi. remercier. Voilà. Et puis de faire une interview humaine, parce qu'on est chez vous. Ciné Forever et Fréquence FM en ce moment font des interviews chez les gens. Et je trouve que c'est un côté humain qui ressort. Et un côté extrêmement sympathique des gens, comme vous l'êtes. C'est excellent, c'est excellent. Voilà. Je tenais à remercier Liva, qui certainement nous partagera les choses et d'autres personnes. Merci, Liba. Voilà. Merci, Liva. Voilà, elle sera contente comme ça. Et voilà, on tenait à vous remercier pour cette émission de sur Fréquence FM de Ciné Forever, comme on les aime. Et on a passé un excellent moment à partager avec vous. Je sais qu'on va pouvoir venir sur le tournage Bah oui. et qu'on fera un reportage spécial exclusif de Fréquence FM pour Ciné Forever sur le tournage des braqueurs, hein, c'est ça? L'autoroute. L'autoroute, voilà. L'autoroute des braqueurs, braquages. exactement. Et voilà. Et puis d'autres petites surprises qui ira sur ce film aussi. Oui, Jean-Pierre. Vous serez que les bienvenus. On vous attend à bras ouverts. Ils auront même une petite surprise dans le film pour vous. Voilà, merci Et beaucoup. je suis de parole, croyez-moi. Et merci à toi. Forever. Merci à toi, Patrick Ciné Netchar, Forever. Ciné Forever, de nous accorder cette interview, quoi. Ouais, je pense qu'on a passé un bon moment. On a passé un très bon moment. Comme d'habitude, hein. Alors merci à Ciné Forever. Merci à Abou. Merci à mon Patrick à moi. Voilà. Merci à vous de nous avoir Voilà. accueillis ici, d'avoir passé un très bon moment Voilà. humain et devoir parler de choses qui nous importent énormément, le cinéma. Exactement. Et moi et Léa, on vous aime tous très fort. On vous Voilà. aime tous très fort et on vous embrasse tous. Bah, Merci Ciné Forever. Salut à tous et à très bientôt sur Fréquence FM. Ciao. Salut à ciao. vous. Merci.